Bonjour et merci à l'Atheneum de Philadelphie en Pennsylvanie de recevoir une fois encore le Cercle francophone d'histoire. Alors nous allons terminer aujourd'hui notre série intitulée Quatre reines de la France médiévale. Après Aliénor d'Aquitaine, Blanche de Castille et Isabeau de Bavière, je vais vous parler d'Anne de Bretagne, qui fait le pont entre le Moyen Âge et la Renaissance française. Anne de Bretagne, née en janvier 1477 à Nantes, dans le château ducal de ses parents. Alors, Anne est la fille du duc de Bretagne, François II. Sous François II, la Bretagne est un État souverain qui s'était constitué en duché féodal dès l'an 938. Ce duché possède son parlement, son clergé, son armée et sa propre chancellerie. C'est en fait un territoire convoité par la France. Le duc, farouchement indépendant, ne prêtera d'ailleurs jamais d'hommage au roi Louis XI. Comme ses prédécesseurs, il cherche plutôt à nouer des alliances avec les Anglais afin de se protéger de l'appétit territorial des Français. Mais si François est breton par son père, il est français par sa mère, Marguerite d'Orléans. Et François a épousé Marie de Foix. C'est la fille du comte de Béarn, Gaston IV, et de la reine de Navarre, Éléonore. On le voit donc, Anne de Bretagne est issue de lignées seigneuriales diverses. La Bretagne, le Béarn, la Loire et la Navarre. Mais son attachement à son duché natal ne se démentira jamais, comme nous allons le voir. Alors, Anne de Bretagne va passer ses jeunes années principalement entre les villes bretonnes de Nantes et de Vannes. La petite duchesse, qui n'a pas de frère, est éduquée pour gouverner, contrairement aux princesses françaises qui, elles, ne peuvent espérer régner. Car la loi salique, qui réserve le trône aux héritiers mâles, ne s'applique pas en Bretagne. D'ailleurs, très jeune, Anne, initiée par son père, assiste aux séances du conseil ducal. Mais c'est principalement sa marraine, Françoise de Dinan, comtesse de Laval, qui va se charger de son éducation ainsi que de celle de sa sœur cadette, Isabeau de Bretagne. En fait, Marie de Foix, la mère des deux filles, décède en 1486, alors qu'Anne n'a que 9 ans. Puis c'est au tour de sa petite sœur Isabeau qui meurt victime d'une pneumonie. La comtesse de Laval, aidée par des précepteurs, apprend donc à Anne à lire et à écrire en français et en latin. Anne étudie aussi la poésie auprès du seigneur et poète Jean Méchineau. Il est d'ailleurs intéressant de remarquer qu'Anne de Bretagne ne parle pas la langue de son peuple, le breton, pour une raison simple, on parlait français à la cour de Bretagne. Outre la poésie, Anne étudie la danse et le chant, l'art de la chasse aux faucons et l'équitation. La jeune héritière vit entourée d'une cour composée d'une centaine de personnes. Elle n'est donc pas une aristocrate quelconque. Au contraire, elle a déjà les attributs d'une vraie souveraine.
Mais François II, son père, sait bien que l'avenir d'Anne est menacé, car il craint Louis XI, un roi de France autoritaire, expansionniste et brutal, un roi qui achète des allégeances par l'argent et qui conquiert par les armes. François II, désormais veuf, va donc s'attacher à préserver le futur de sa fille et l'indépendance de la Bretagne. Et dès 1486, Anne va devenir, à l'âge de 9 ans, l'enjeu de prétention matrimoniale. Les projets de mariage ne manquent donc pas. Successivement, François II va promettre Anne à des princes et des seigneurs étrangers. Il songe, par exemple, à la marier au fils du roi d'Angleterre, à des seigneurs de la péninsule ibérique ou à des princes allemands. Finalement, il se tourne vers Maximilien d'Autriche, veuve de la duchesse de Bourgogne, mais surtout roi des Romains, c'est-à-dire de l'Empire germanique. Mais tous ces projets, afin de nouer des alliances protégeant la Bretagne de la France, vont être arrêtés net, car c'est désormais la princesse Anne de Beaujeu, régente de France depuis la mort de son père Louis XI, qui préside aux destinées du royaume. Au nom de son jeune frère, Charles VIII de France, elle rallume le conflit contre la Bretagne. Nous sommes en 1485. C'est le début de ce que l'on appelle la guerre folle. 3 ans plus tard, à la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier, les troupes du duc de Bretagne, 12 000 hommes, sont vaincus. Malgré l'aide des Espagnols, des Anglais et même de Louis d'Orléans, cousin du roi de France pourtant, les Bretons subissent une terrible défaite. L'armée française, solide et compacte, forte de 15 000 hommes, est bien supérieure technologiquement aux troupes hétéroclites de François II. Les Français possèdent des canons notamment, une nouveauté à l'époque, sur les champs de bataille. Alors de cette défaite face à Charles VIII résulte le traité du Verger, signé en août 1488. François de Bretagne est contraint de chasser de son duché tous les étrangers hostiles au roi de France. Mais surtout, il est forcé de conditionner le mariage de sa fille Anne à l'approbation de Charles VIII. La Bretagne n'a donc plus le choix de son propre destin. Elle est, malgré elle, sous tutelle française. Alors, quelques mois après la défaite des troupes bretonnes à Saint-Aubin-du-Cordier, François II, le duc, décède. Anne de Bretagne, l'héritière du duché, monte sur le trône de son père. Elle n'a que 11 ans. Une nouvelle période de crise s'ouvre donc. Heureusement, avant de mourir, François II avait pris soin de nommer un tuteur chargé de veiller sur sa fille. Il s'agit d'un noble breton, le maréchal de Rieux, un fidèle parmi les fidèles. Sa mission, aider Anne à préserver l'intégrité de la Bretagne. Alors, selon la volonté de son défunt père, la nouvelle duchesse épouse Maximilien d'Autriche, roi des Romains. Il est de 20 ans son aîné.
La cérémonie se déroule en décembre 1490 dans la cathédrale de Rennes, en Bretagne. Mais c'est un mariage par procuration, car Maximilien est occupé sur le front Est et il envoie un représentant à sa place. Le mariage se fait donc sans la présence du marié. Mais voilà tout de même Anne, 13 ans, devenue reine. Alors, cette union, on s'en doute, va vite être contestée par les Français. Elle est en effet en totale contradiction avec le traité du Verger. Celui-ci, je vous le rappelle, stipule qu'Anne ne peut se marier sans l'assentiment du roi de France. À Paris, la colère gronde. Poussée par sa sœur aînée, la régente Anne de Beaujeu, Charles VIII va réagir brutalement. Il fait le siège de la ville de Rennes où la duchesse s'est réfugiée. Ce siège intervient à un mauvais moment pour Anne de Bretagne. En effet, ses alliés sont occupés ailleurs. Le roi de Castille se bat à Grenade et Maximilien, son époux, intervient en Hongrie. Malgré l'aide des Anglais et des Castillans, les troupes ducales ne font pas le poids contre la France. Après 2 mois de siège, la ville de Rennes capitule. Les soldats du roi y pénètrent le 15 novembre 1491. Mais Charles VIII n'a qu'un désir, arrimer définitivement le duché de Bretagne à la France. Et pour cela, quoi de mieux qu'un mariage? Il souhaite donc se marier à sa rivale, Anne de Bretagne. Une bataille diplomatique va s'engager. Maximilien d'Autriche, qui a épousé Anne par procuration, accuse Charles VIII d'avoir enlevé son épouse et il fait appel au pape Innocent VIII. Mais ce dernier n'intervient pas. Pendant ce temps, Anne de Bretagne, contrainte, est accompagnée de sa garde rapprochée. Elle se rend au château de Langeais, en Touraine. L'endroit est choisi par le roi de France, car il est à mi-chemin entre Paris et la Bretagne. Et c'est là qu'elle va épouser Charles VIII le 6 décembre 1491. Après quelques transactions financières, Rome annule le premier mariage d'Anne avec Maximilien. Motif: les 2 époux ne se sont jamais vus et le mariage n'est pas consommé. Anne de Bretagne n'est donc plus reine des Romains, elle devient reine de France. Charles VIII en profite pour faire interdire à sa nouvelle épouse de porter le titre de duchesse, car il mène envers la Bretagne une politique d'effacement. Anne va maintenant vivre dans les luxueux châteaux de la Loire, ce qui en fait ne lui déplaît pas. Vêtements d'apparat, bijoux et fêtes font partie de son nouveau quotidien. La Bretagne doit apprendre à vivre sans sa souveraine. Mais avant de continuer l'histoire d'Anne de Bretagne, il convient de définir précisément les contours du contrat de mariage. Il s'agit en fait d'une union personnelle. Cela signifie que chaque État est souverain. La Bretagne reste donc un duché indépendant. Elle n'est pas formellement annexée, même si, il faut bien l'avouer,
Elle est dorénavant sous tutelle de la France. D'ailleurs, l'argent étant le nerf de la guerre, le roi Charles VIII nomme un général des finances français en Bretagne. Le royaume contrôle donc les ressources financières du duché. Et ce n'est pas rien, car la Bretagne est une place commerçante importante, grâce à la pêche notamment, à l'agriculture et à l'élevage. Parlons maintenant des droits de succession définis par le contrat de mariage. Si le roi venait à mourir avant d'avoir eu un héritier mâle, il est stipulé dans le contrat que les deux États ne seraient plus liés. Il y aurait donc séparation des couronnes et retour à la situation de départ. Mais une autre clause importante apparaît dans le contrat de mariage, une clause voulue par la princesse de Beaujeu, la sœur du roi. Si Anne de Bretagne devenait veuve, elle ne pourrait se remarier qu'avec le successeur du roi défunt. Aucune autre alliance ne serait possible. Madame de Beaujeu, en fine politicienne, assure ainsi l'ancrage de la Bretagne à la France, quoi qu'il arrive. Mais nous n'en sommes pas encore là. Peu après le mariage d'Anne à Charles VIII, la France entre dans un cycle de conflits que l'on nomme les guerres d'Italie. Nous sommes en 1494. C'est le début de 60 années de campagnes militaires successives dont l'origine est d'ordre héréditaire. En fait, Charles VIII estime avoir des droits successoriaux sur le royaume de Naples, car sa grand-mère, Marie d'Anjou, fut brièvement reine de Naples de 1438 à 1442. Et c'est ainsi que le 31 décembre 1494, les Français pénètrent dans Rome. Ils ont une armée forte de 25 000 hommes, dont 8 000 mercenaires suisses. Ce faisant, Charles VIII découvre des contrées richissimes et il se rend coupable de pillage. Puis il dirige ses troupes vers Naples, but ultime de sa campagne militaire. Il y parvient en février 95 et conquiert la ville sans combattre. Il chasse alors du trône Alphonse II, forcé d'abdiquer, car certains barons italiens, nostalgiques de la maison d'Anjou, sont convaincus du bien fondé des prétentions du roi de France. Ils l'accueillent donc favorablement. Charles VIII prend alors le titre de roi de Naples. Mais l'arrogance et la violence des Français déplaît à la population locale. Et les choses s'aggravent lorsque de nombreux soldats contractent un mal alors inconnu, la syphilis. Finalement, une alliance anti-française se forme à Venise, avec notamment le roi d'Aragon et Maximilien, le premier époux d'Anne, maintenant empereur du Saint-Empire romain germanique. Charles VIII, malmené, prend la décision de rentrer en France. Quant à lui, Alphonse II récupère son trône. Mais le retour des Français s'avère difficile. Lors de sa retraite, le roi perd de nombreux hommes. Son aventure napolitaine va se solder par un échec
cinglant. Il n'aura d'ailleurs gardé son titre de roi de Naples que pendant 5 mois. Mais pendant que le roi se fourvoie en Italie, la régence du royaume français n'est pas laissée à la reine. C'est en fait la princesse de Beaujeu qui tient les rênes de la France durant l'absence de son frère, Charles VIII. Ce n'est pas une novice en politique, nous le savons. Femme énergique et intelligente, elle a un tempérament de battante. Quant à Anne de Bretagne, bien que reine, elle est hélas considérée par le roi comme étrangère aux intérêts de la France. Elle reste ainsi sous le joug de sa belle-sœur. Leurs relations sont donc très tendues. Mais les années passent. Nous voilà en avril 1498. Anne de Bretagne et le roi sont mariés depuis 7 ans. Elle a aujourd'hui 21 ans et vient d'accoucher d'un enfant mort-né. Charles VIII n'a donc toujours pas de descendance. Anne récupère de son accouchement au château d'Amboise. Le roi vient lui rendre visite et il souhaite la distraire. Il la convie au spectacle d'une partie de jeu de paume, un sport pour lequel il se passionne. La partie se déroule dans les fossés du château. Afin d'y accéder, le couple royal doit traverser une galerie, puis passer sous une voûte de pierre très basse. Le roi, impatient et étourdi, se cogne la tête contre la voûte de pierre. De prime abord, le choc paraît sans importance et il prête même à sourire. Anne de Bretagne assiste à la partie avec le roi, qui est affable et semble apprécier le jeu. Mais soudainement, il s'écroule et perd connaissance devant l'assistance médusée. Lorsqu'un médecin arrive, le souverain agonise. On le transporte finalement dans ses appartements. Il meurt dans la soirée, sans doute d'une hémorragie cérébrale. Il avait seulement 27 ans et ne laisse derrière lui aucun héritier. En effet, des enfants d'Anne de Bretagne, aucun n'a survécu au-delà de l'âge de 3 ans. Tous sont décédés. En accord avec le contrat de mariage, la mort du roi permet de nouveau à Anne de retrouver tous ses droits légitimes sur le duché de Bretagne. Très vite, elle va agir en véritable chef d'État. Elle rétablit immédiatement la chancellerie de Bretagne, c'est-à-dire un gouvernement indépendant. Philippe de Montauban, un seigneur breton, redevient chancelier. Il siège à la droite d'Anne de Bretagne en habit de cérémonie et il assiste aux parlements généraux du duché. La duchesse reprend également en main l'administration judiciaire. Elle bat même une monnaie d'or à son nom, symbole suprême de son indépendance. La Bretagne recouvre sa pleine autonomie politique et financière et s'émancipe de nouveau. Anne y rétablit une cour itinérante qui voyage à Rennes, à Nantes ou Vannes. On y trouve des poètes humanistes comme Faust Andrelin, ami intime d'Erasmus, et des musiciens célèbres de son temps comme Jean Mouton, son compositeur favori. Très cultivée, Anne agit en véritable mécène des arts.
Elle possède une bibliothèque qui comprend de magnifiques ouvrages illustrés d'histoire, de morale et de religion. Cette bibliothèque va d'ailleurs s'enrichir tout au long de sa vie, soit par des ouvrages qui appartenaient à ses parents, soit par des cadeaux ou des commandes personnelles, sans oublier les 1000 livres que lui avait ramenés d'Italie son époux défunt. Mais alors qu'Anne a retrouvé la Bretagne, la question de la succession du trône de France doit se régler. Et c'est un cousin du roi défunt, le duc Louis d'Orléans, qui succède à Charles VIII. Il va prendre le nom de Louis XII. C'est une revanche pour cet homme de 36 ans, longtemps tenu à l'écart du pouvoir par la princesse de Beaujeu. Très vite après le décès de Charles VIII, on repart le mariage. Louis XII, cousin au second degré du roi défunt, tient à épouser Anne de Bretagne. Or, c'est d'autant plus évident pour lui qu'il a porté depuis des années une grande affection à la reine. Et Anne ne semble pas s'y opposer. La présence de Louis XII la réconforte. Il a une intelligence vive, il est doux et il aime les arts. Et n'oublions pas qu'en 1488, il fut un allié de François II, le duc de Bretagne. Il existe donc, depuis cette époque, une inclination et une complicité naturelle entre les futurs époux. Certains chroniqueurs parlent même d'amour platonique. Anne, il faut le mentionner, est une femme très pieuse et fidèle, à une époque où l'on ne connaît pas encore les débauches à venir des cours de la Renaissance. Mais un obstacle sérieux à cette union persiste. En effet, Louis XII est déjà marié depuis l'âge de 12 ans, qui était l'âge minimum légal à l'époque. Contraint, il avait épousé en 1476 la princesse Jeanne de France, sœur du roi défunt. Louis regrette d'autant plus ce mariage que Jeanne a un physique ingrat. Petite et voûtée, avec une épaule plus basse que l'autre, Jeanne n'a ni la constitution ni le tempérament de sa sœur, la princesse de Beaujeu. En conséquence, dès qu'il devient roi, Louis XII cherche à faire annuler son mariage. Alors c'est d'autant plus facile que cette union n'a jamais été consommée et qu'ils n'ont aucun enfant. Le mariage est finalement cassé par le pape le 17 décembre 1498, après 22 années d'une alliance qui n'en fut pas une. Jeanne de France embrasse alors la vie religieuse. Elle forme l'ordre de l'Annonciade, ce qui lui vaudra d'ailleurs sa canonisation. Et le 8 janvier 1499, après 9 mois de veuvage seulement, Anne de Bretagne épouse Louis à Nantes. Elle redevient reine de France. Mais cette fois, le contrat de mariage est radicalement différent. Il est bien plus favorable pour Anne de Bretagne que celui de son mariage précédent avec Charles VIII. Anne peut faire valoir en effet son titre de duchesse de Bretagne. Elle va donc porter 2 couronnes, celle de la France et celle de la Bretagne. Le contrat comporte une clause d'héritage intéressante.
Afin de préserver l'indépendance du duché, le trône de Bretagne sera réservé au deuxième enfant du couple, fille ou garçon. L'aîné ne pourra donc recevoir la couronne de Bretagne. Avec cette clause, Anne s'assure de la pérennité des frontières de sa terre natale. Toutefois, le contrat de mariage accorde à Louis XII le titre de prince consort de Bretagne. Il possède donc le pouvoir régalien. En clair, les alliances militaires et l'armée du duché restent du domaine du roi. Quant à Anne, elle dirige la justice, les taxes et l'administration interne de la Bretagne. Alors, comme on peut l'imaginer, la descendance du couple royal est un sujet brûlant. 5 enfants vont naître de cette union, mais 2 seulement, des filles, vont atteindre l'âge adulte. Il s'agit de Claude de France, né en octobre 99, et de Renée de France, une fille encore, née 1 an plus tard. En vertu du contrat de mariage, c'est donc Renée, la cadette, qui devient héritière présomptive du trône de Bretagne. Pour sa part, Claude, l'aîné, est promise à Charles de Habsbourg, le futur roi d'Espagne et empereur romain germanique, que l'on connaîtra plus tard sous le nom de Charles Quint. Mais nous y reviendrons un peu plus tard. Lors de nouveau reine, Anne passe une grande partie de son temps au château de Blois, dans le Val-de-Loire. Elle se rend très peu à Nantes, la capitale bretonne. À Blois, elle entretient une garde personnelle de 200 hommes d'armes. Et sa cour compte environ 300 personnes, dont de nombreuses épouses et filles de seigneurs bretons. C'est elle qui, notamment, s'occupe de négocier les mariages, car elle est soucieuse d'offrir à ses compatriotes des alliances solides. Anne s'assure également que les enfants de ses courtisans soient parfaitement éduqués, et elle va continuer à promouvoir les arts sous toutes leurs formes, notamment en faisant rayonner l'imprimerie naissante. Alors pendant ce temps, Louis XII réactive la politique italienne de son prédécesseur. En 1499, il conquit le duché de Milan, sur lequel il a des droits par sa grand-mère paternelle, la princesse milanaise Valentina Visconti. Anne devient donc duchesse de Milan. Ce faisant, Louis XII chasse du pouvoir Ludovico Sforza. Il enferme ce dernier au château de Loches, dans la vallée de la Loire. Sforza, duc déchu, y mourra 9 ans plus tard en captivité. Pour sa part, Louis XII régnera 12 ans sur Milan, mais ses ambitions italiennes ne s'arrêtent pas à Milan. En effet, 2 années plus tard, en 1501, il se lance à la reconquête du royaume de Naples, celui-là même qu'avait conquis et perdu son prédécesseur Charles VIII. Mais les prétentions françaises effraient le nouveau pape Jules II. Ce dernier va s'attacher à liguer tous les ennemis de la France contre Louis XII. Ferdinand II d'Aragon et le duc de Ferrara,
ainsi que l'empereur Maximilien, une fois encore, font partie de cette coalition. Ils parviennent à chasser les Français hors de Naples en juin 1502. En octobre 1504, Louis XII perd sa couronne napolitaine et c'est maintenant son ennemi, Ferdinand II d'Aragon, qui monte sur le trône de Naples. Alors, parallèlement, la santé de Louis XII se détériore. De plus, il a des soucis. Il songe à remettre en cause la promesse de mariage de sa fille Claude à Charles de Habsbourg. Anne de Bretagne est furieuse. Mais qu'importe. Louis XII rompt la promesse de mariage contre l'avis de la reine. En effet, il perçoit dans cette alliance un risque d'encerclement. Car si un jour le jeune Charles de Habsbourg venait à marier sa fille Claude, la France pourrait perdre sa position dominante. En effet, elle serait coincée entre des entités concurrentes, voire hostiles, à savoir la Bretagne à l'ouest, le Saint-Empire germanique à l'est, l'Espagne et l'Italie au sud. Et cela, pour un roi de France, serait un véritable cauchemar. En n'ayant toujours pas d'héritier mâle, le roi français décide en 1505 de promettre la princesse Claude, désormais libre, à son cousin François d'Angoulême. François qui lui succédera d'ailleurs sous le nom de François Ier. On reste donc cette fois entre Français. La cérémonie de fiançailles a lieu en mai 1506, alors que les enfants ont respectivement 5 et 6 ans. À partir de ce moment, on installe le petit François au château de Blois, où vivent la reine et ses 2 filles. Claude et François grandissent donc ensemble. Ils apprennent à se connaître et développent des relations profondes, étroites et familières. Alors tout ceci, nous l'avons vu, ne plaît guère à Anne de Bretagne. Désappointée, elle décide de partir seule sur sa terre natale afin d'y faire un grand tour. Officiellement, c'est un pèlerinage pour son mari malade. Mais il s'agit en fait de réaffirmer la farouche indépendance du duché de Bretagne. Le voyage d'Anne va durer 3 mois, tout l'été 1505 en fait. Elle visite de nombreux sanctuaires et des évêchés bretons. Ses vassaux la reçoivent avec faste. Anne fait une entrée triomphale dans toutes les villes qu'elle visite. Pêcheurs, paysans, citadins et bourgeois l'acclament dans les rues, jonchées de fleurs. Elle communie avec son peuple dans une même exaltation nationale bretonne. La duchesse unit ses sentiments patriotiques à ceux de ses sujets à travers le culte des morts, la gloire du passé et la vénération de la terre natale. Je voudrais maintenant parler brièvement des périodes durant lesquelles Anne de Bretagne assure la régence du royaume de France. Louis XII guerroie souvent et ses absences successives vont permettre à la reine de démontrer ses capacités de dirigeante. Elle va ainsi assurer la régence du royaume de France à 4 reprises avec intermittence entre 1501 et 1513. Elle démontre de grandes compétences en matière administrative. Elle garantit l'application de la loi
et maintient un système judiciaire efficace. Elle assure aussi la stabilité et la prospérité du royaume de France, car les matières financières ne lui font pas peur. En bonne gestionnaire, elle accroît les revenus et réduit la dette du royaume, notamment en développant le commerce avec ses voisins. Elle assure aussi un support financier et logistique au roi durant ses campagnes militaires italiennes. Parallèlement, elle maintient des relations diplomatiques avec l'Angleterre et l'Empire romain germanique. Son influence politique, doublée d'une intelligence vive et d'une volonté forte, est donc remarquable. Mais Anne de Bretagne doit parfois se soumettre à la volonté de son mari, le roi. Ainsi, malgré son opposition au mariage de sa fille Claude à François d'Angoulême, les noces se sont célébrées en mai 1514 au château de Saint-Germain-en-Laye. Cependant, ce mariage se fait en noir et sans sa présence. En effet, Anne de Bretagne décède brutalement 4 mois auparavant, le 9 janvier 1514. On attribue sa mort à la gravelle, une infection urinaire. Il est certain également qu'après 14 grossesses, le corps d'Anne est usé. Elle s'éteint donc à l'âge de 36 ans. Louis XII est accablé de chagrin. La mort d'Anne de Bretagne est l'occasion de funérailles exceptionnelles. Elles vont s'étaler sur 7 mois. Une longue procession part du château de Blois où résidait la reine. Des arrêts multiples vont avoir lieu dans les villes et les villages du royaume. Finalement, la dépouille d'Anne arrive à la nécropole royale de Saint-Denis, où reposent de nombreux souverains français. En accord avec sa volonté, on prélève le cœur d'Anne de Bretagne. On le préserve dans un magnifique reliquaire, véritable objet d'orfèvrerie en or, surmonté d'une couronne. Son cœur repose désormais dans la capitale bretonne, à Nantes, aux côtés de ses parents. Alors pour sa part, Louis XII, veuf, songe à l'avenir du royaume. Il espère toujours avoir un fils et il cherche à nouer des alliances. Il épouse donc Marie Tudor, la sœur cadette du roi d'Angleterre, Henri VIII. La cérémonie se déroule à Abbeville, dans le nord de la France, en octobre 1514. Marie Tudor a 18 ans, il en a 52. Mais la santé du roi décline. Il est notamment atteint de sénilité précoce. Et moins de 3 mois après son mariage, il décède d'une pneumonie. Il laisse ainsi la place à son gendre et cousin François d'Angoulême, qui monte sur le trône en janvier 1515. Claude, la fille d'Anne de Bretagne, devient donc reine de France. L'avènement du roi François Ier marque un tournant dans l'histoire de la Bretagne. Rappelons qu'en vertu du contrat de mariage entre Louis et Anne, le duché revient de plein droit à leur seconde fille, la princesse Renée de France. Mais la nouvelle reine, Claude, trahit la volonté de sa mère. Afin de satisfaire le roi, elle décide de lui faire don de la Bretagne.
Bretagne sur laquelle elle n'a en théorie aucun droit. Claude n'a en fait pas le moindre intérêt pour le duché, dans lequel elle n'a pas grandi et qu'elle n'a jamais vraiment connu. Renée, sa sœur cadette, est donc spoliée du titre de duchesse de Bretagne. Ayant obtenu la totalité des biens bretons, François Ier entame une politique de noyautage du duché. Il amoindrit considérablement le pouvoir du gouvernement breton qui en est réduit à gérer les affaires locales. Il nomme également des évêques à sa main. Quant aux seigneurs bretons, ils ne résistent pas vraiment à l'hégémonie royale. Trop dépendants de la France, notamment pour leur carrière militaire, pour leurs avancements et pour leurs pensions, les nobles locaux baissent la tête. Ironie du sort, la reine Claude ne restera pas longtemps sur le trône de France. Elle meurt en effet en juillet 1524 au château de Blois, suite à la naissance de sa dernière fille. Claude n'avait que 24 ans. En 10 ans de mariage, elle aura mis au monde 7 enfants, notamment le futur roi de France, Henri II. Alors, François Ier, qui ne veut pas lâcher la Bretagne, décide d'éloigner sa belle-sœur, Renée de France, du duché. En 1528, il la marie sous contrainte au duc de Ferrara, Ercole II d'Este, qui régnera au nord de l'Italie. Voilà donc sa fille cadette, exilée bien loin de la Bretagne. Renée va pourtant se battre afin que la volonté de sa mère soit respectée. Elle attend un procès à la France. Mais hélas, ses droits sur la Bretagne ne seront jamais reconnus. Seule la loi du plus fort prévaut. Et en 1532, François Ier enfonce le clou. Il parvient à corrompre les membres du Parlement de Bretagne. Moyennant de fortes sommes d'argent, il achète leur vote. L'édit de l'Union du 13 août 1532 consacre alors la fin définitive de l'indépendance de la Bretagne et la soumission du duché à la couronne de France. Le rêve de la duchesse Anne, préserver une Bretagne libre face à une France conquérante, s'est donc éteint à jamais. Victime de trahison, son duché, qu'elle avait si farouchement défendu et aimé, est définitivement tombé sous l'emprise du royaume de France. Merci, je vous remercie de votre écoute. Si Trish est parmi nous, je vais lui demander d'ouvrir